L'Europe est-elle sous influence? Est-elle aux mains des lobbies? Bonjour, je suis Sandro Calderon, journaliste RTBF, et je viens vous parler d'Europe. Que direz-vous aujourd'hui d'une visite dans le quartier Schuman à Bruxelles? Ça vous dit? Pour cette visite, j'ai pris ma lampe torche, parce qu'on va aller observer le monde obscur des lobbies. C'est parti. Les multinationales influencent les politiques européennes pour défendre leurs propres intérêts. Et c'est nous, les citoyens européens, qui en faisons les frais. Cette critique, vous l'avez sans doute déjà entendue, peut-être même que vous la partagez. Mais est-ce vrai ou faux? Avec Washington, Bruxelles est une des deux capitales mondiales du lobbying. Et c'est normal. Bruxelles, c'est le cœur nucléaire de l'Union européenne, là où sont élaborées toutes les lois européennes. Voilà pourquoi les lobbies ont envahi le quartier Schuman. 35 000 personnes font du lobbying à Bruxelles aujourd'hui. Le lobbyiste, c'est un influenceur ou une influenceuse. Oui mais non, ce ne sont pas vraiment les mêmes. Le lobbyiste européen est généralement un juriste ou un expert. Son CV est bien rempli. Il doit savoir trouver son chemin dans le labyrinthe des procédures européennes et je vous assure que ce n'est pas une mince affaire. Il enchaîne les rencontres pour peser sur les lois européennes. Il discute avec tous ceux qui comptent à Bruxelles. Fonctionnaires, commissaires européens, eurodéputés, représentants des États membres. Il organise des conférences de presse, des campagnes de mobilisation. Il rédige des rapports d'expertise. Il va même jusqu'à proposer des modifications des lois européennes, des modifications clés sur porte. La grande majorité des lobbies présents à Bruxelles défendent les intérêts d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Ils sont actifs dans tous les domaines, mais principalement dans l'environnement, l'innovation, l'action climatique, l'industrie et l'économie numérique. Il y a des petits lobbies, comme l'abattoir de conditionnement des lapins de Vendée en France. Ce n'est pas une blague. Et d'autres très puissants. Par exemple, les géants du web dépensent ensemble 100 millions d'euros par an pour défendre leurs intérêts à Bruxelles. Et puis il y a une deuxième sorte de lobby. Ils se présentent comme les défenseurs de l'intérêt général. Ce sont les syndicats ou les ONG, les associations non gouvernementales comme Greenpeace ou Amnesty. On peut donc dire en simplifiant qu'il existe deux grandes catégories de lobby. Les uns défendent l'intérêt général, les autres défendent les intérêts privés, économiques. Et ceux-là ont une image assez sulfureuse. Alors le lobbying, un monde qui mélange anges et démons? Pour bien comprendre les ficelles du lobbying, rien de tel qu'un exemple. Parlons de la lutte pour le climat. L'Union européenne a de grandes ambitions en la matière. À l'été 2021, la Commission européenne a déposé un gros paquet de propositions, dont celle-ci. Interdire les voitures essence et diesel en 2035. L'idée à peine présentée, les lobbies se sont mis en action. D'un côté, il y a les ONG qui défendent l'environnement. À Bruxelles, elles sont allées toquer à la porte des trois institutions européennes, la Commission, le Parlement et le Conseil. Le Conseil qui représente les pays européens. Leur message est clair. Les voitures essence et diesel produisent 12% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Il faut donc les bannir et laisser la place aux voitures électriques, qui seraient meilleures pour le climat, la santé publique et pour l'emploi. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Les lobbies automobiles, eux, ont une toute autre vision. Ils disent « Attention, le passage au tout électrique en 2035, c'est trop rapide, trop radical. Pourquoi ne pas laisser une place aussi aux voitures hybrides ?» Et puis, gare à la casse sociale. L'industrie automobile emploie aujourd'hui 14,5 millions de personnes en Europe. Voilà deux messages très différents envoyés aux institutions européennes. C'est un exemple des jeux d'influence qui se jouent au quotidien à Bruxelles. Mais au sein de ces lobbies, les forces en présence sont-elles équilibrées? La société civile lance régulièrement des messages d'alerte. La puissance des lobbies économiques menacerait la démocratie européenne. Leur influence sur le monde politique serait trop grande. Voici une critique récente, très concrète, et vous allez le voir, il va encore être question de voitures. En décembre 2021, l'ONG Corporate Europe Observatory, une association spécialisée dans l'observation des lobbies et qui est elle-même un lobby, a publié un rapport au titre cinglant « Une présidence sous influence ». Le document dénonce la décision de la France de faire appel à des sponsors privés lors de sa présidence du Conseil de l'Union européenne en 2021. Pendant 6 mois, les groupes automobiles Renault et Stellantis, la maison mère de Peugeot et Citroën, mettent à disposition gratuitement plus de 200 véhicules.
200 véhicules pour transporter les ministres européens lors de leurs déplacements en France. Il s'agit de voitures électriques, mais aussi de voitures hybrides. Vous vous souvenez, ces voitures que les lobbies automobiles défendent auprès des institutions européennes. Pour l'association européenne qui observe les lobbies dont on vient de parler, ce mécénat n'a rien d'une coïncidence. Ça illustre la proximité, pour ne pas dire les liaisons dangereuses entre les lobbies et les responsables européens. Mais parfois, le lobbying provoque de gros scandales beaucoup plus médiatisés, comme quand l'Union européenne a renouvelé l'autorisation du glyphosate, le pesticide controversé de l'ancienne compagnie américaine Monsanto, aujourd'hui racheté par un groupe européen. Ce dossier a mis en lumière l'influence souterraine du puissant lobby agroalimentaire. Et si ce dossier du glyphosate vous intéresse, je vous ai mis un lien ici en dessous. On en vient maintenant à cette question. Les lobbies, avec tous leurs avocats et leurs experts, sont-ils toxiques pour l'Union européenne et faut-il s'en protéger? Le lobbying en soi n'est pas illégal. L'Union européenne juge même que le dialogue avec les groupes de pression est légitime et indispensable pour faire en sorte que les politiques européennes correspondent aux attentes des citoyens. Mais ce dialogue doit être ouvert, transparent et régulier. C'est écrit dans les traités européens. Mais comment faire la lumière sur les lobbies ? En 2020, les institutions de l'Union européenne se sont accordées sur une réponse commune. Elles gèrent ensemble un registre de transparence. Le site n'est pas très accueillant, mais tout le monde peut le consulter. Tous les lobbies qui veulent mener certaines activités auprès des institutions européennes doivent obligatoirement s'inscrire sur ce registre. Ils doivent y indiquer quels sont les intérêts qu'ils défendent, quels sont les moyens financiers et humains qu'ils consacrent à leurs activités. Aujourd'hui, plus de 13 000 lobbies y sont inscrits. 13 000, un chiffre en constante augmentation. Mais cet outil est-il efficace ? Pour répondre à cette question, je suis allé au Parlement européen à Bruxelles où j'ai rencontré Daniel Freund. C'est un eurodéputé allemand, membre du groupe des Verts. Il s'intéresse particulièrement au lobby et à l'éthique des institutions européennes. Le registre de transparence est utile. C'est bien que l'Union européenne a un registre des lobbyistes. On peut voir qu'aujourd'hui, il y a 35 000 lobbyistes qui sont enregistrés, donc beaucoup plus que députés ou personnes qui travaillent dans les institutions européennes. Mais il faut aussi savoir quelles réunions ces lobbyistes ils ont. On sait pour la Commission, mais on sait beaucoup moins ici au Parlement et on ne sait rien du tout pour les gouvernements. Et on voit souvent qu'en fait, les gouvernements même deviennent les lobbyistes pour les grandes entreprises de leur pays. Le gouvernement allemand qui devient le champion du lobbying des voitures allemandes. Le gouvernement français qui défend le nucléaire français. Je pense qu'il y a des gens qui sont sensibles à ces questions. Je crains qu'il y en a d'autres et on a eu des scandales ces dernières années, encore et encore. On a des commissaires, par exemple, qui, tout de suite, après avoir quitté leur fonction, prennent des nouveaux emplois dans le lobbying. On a des députés qui acceptent des invitations pour des voyages ou des cadeaux. Donc, grand nombre de politiciens, ils savent comment gérer les lobbyistes, mais il y en a ceux qui ne respectent pas les règles, qui prennent les avantages. Et évidemment, ça ruine la réputation de nous tous. En conclusion, oui, c'est vrai, les lobbies économiques pèsent de tout leur poids sur l'Union européenne et ses politiques. Pour faire la lumière sur leurs activités, il y a bien ce registre européen de transparence, mais c'est un outil qui peut être amélioré. Face à eux, il y a les lobbies de la société civile, mais qui n'ont pas les mêmes moyens. Reste un dernier lobby, potentiellement très puissant, avec de très nombreux membres. Ce sont les 450 millions de citoyens européens. Autrement dit, vous et moi, qui lors des élections européennes et nationales peuvent faire pression sur les responsables politiques pour qu'ils défendent au mieux l'intérêt général face à la puissance des lobbies. Vous avez des réactions, des questions, vous voulez nous laisser un commentaire? Eh bien ça se passe ici en dessous de la vidéo. Et pendant qu'on y est, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine vidéo sur l'Europe.